Podcasteuse, c'est un épisode tous les 15 du mois. Une échappée dans le quotidien du génie de leur vie. Stéphanie est passionnée par l'histoire de l'art et de son lien avec les sujets de société contemporains. Dans cet épisode, elle nous partage son parcours de guide conférencière et notamment comment elle a développé une volonté de rendre accessible et intelligible l'histoire et l'art à tous. Née au cœur des Vosges, loin des musées, Stéphanie n'hésite pas à sortir de sa zone de confort et à remettre en question les modèles de pensée préétablis. Bossant sérieusement, sans se prendre au sérieux et dotée d'une mémoire impressionnante, elle nous dévoile comment elle construit ses conférences et visites pour les rendre toujours plus fascinantes. Alors, conférencière nationale, d'abord, c'est une carte. Donc c'est un titre officiel, on va dire, avec une carte délivrée par le ministère. Moi, j'ai fait l'école du Louvre et puis à la sortie, j'ai tenté l'examen de conférencier national qui s'appelait comme ça à l'époque. C'est une carte et après, on a le droit de parler. En fait, ça s'appelle un droit de parole en France. Mais il y a ça dans beaucoup de pays européens ou même mondiaux. C'est un peu pour protéger le patrimoine et surtout dans les métiers du tourisme, c'est vachement important parce que ça permet aux gens d'avoir du travail. Et puis les étrangers qui viennent, ils ont des conférenciers ou ils ont des guides officiels. Donc, l'école du Louvre, j'ai fait les 2 cycles et après j'ai fait maîtrise DEA à la Sorbonne. Et un peu pour moi, c'était clair qu'il fallait que je bosse, etc. Donc j'ai commencé dans des agences de voyages culturels qui donnaient des voyages culturels à encadrer. Donc ça nous faisait faire des visites guidées, là pour le coup à l'étranger. Donc au départ, j'avais dans l'idée de faire des visites guidées. Et donc j'ai commencé comme ça. Et donc à chaque fois que je faisais un voyage, j'avais 30 personnes avec moi. Et là, j'ai commencé à constituer mon premier noyau sur Paris. Parce que c'était énormément de Parisiens en fait. Et il y a des gens qui aimaient bien la culture, qui avaient l'habitude d'aller dans les musées, etc. En fait, j'ai rencontré assez vite 2 personnes qui sont devenues très proches. Ça a été des personnes qui m'ont énormément encadrée et soutenue et ils m'ont ouvert en fait leur monde. Et là, on est sur Paris, quoi. Et j'ai eu tout de suite une chouette clientèle pour faire ces visites. Mais c'était le point de départ. En même temps, j'ai commencé à sentir que je tournais très vite en rond parce que on peut faire la même chose toute sa vie, quoi. Alors, on fait pas la même chose parce qu'on raconte jamais la même chose, parce qu'on travaille tout le temps, parce que moi j'ai un programme que je renouvelle tous les 3 mois. Donc forcément, beaucoup de découvertes, etc. Ça, c'est formidable. Après, d'un point de vue professionnel, on stagne quand même. Et en fait, j'ai eu très vite l'obsession, et je ne savais pas comment le faire. Et ça, c'était pour moi beaucoup plus difficile, c'était d'entrer dans les entreprises. Et en fait, la porte la plus simple, c'était de passer par le côté l'entreprise qui veut apporter de l'agrément à ses salariés, donc ce qu'on appelait autrefois les CE. Et ça ne me convenait pas non plus complètement. Moi, je pense que la culture, ça peut rentrer très facilement dans les modes de fonctionnement de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut raconter des histoires qui, en fait, rentrent dans plein de fonctionnements internes de l'entreprise. Et donc, je ne veux pas être juste l'à côté. Moi, ma vie et le travail que je fais quand je bosse un sujet, c'est pareil. Je ne fais pas de différence. Je considère que ça peut être pareil pour les gens avec qui je parle. C'est-à-dire que ça rentre en eux et ça va interférer dans leur vie. C'est pas, tiens, je me fais un petit shoot là comme ça de culture, mais c'est l'idée que ce que je raconte, vous pouvez le transposer dans votre vie à vous. Et je pense que c'est pour ça que les gens, à un moment donné, ils écoutent. Ils écoutent parce que vous leur parlez à vous, en fait. Je pense que là-dessus, j'ai un positionnement qui est quand même lié à mon histoire personnelle. Parce que moi, je viens d'un milieu où il n'y a pas de culture, où on vit sans très très bien. Et à partir de 14-15 ans, j'ai l'intuition qu'en fait, on vit très mal. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai rien, j'ai pas de support. J'ai jamais été à Paris. Quand on va en vacances, on y va très peu. Donc on a commencé à partir en vacances, j'avais 12 ans. Et on arrive au pied de Montségur. Et en fait, on monte pas au château de Montségur parce que c'est que des cailloux. J'avais tout de suite l'impression qu'en fait on passait à côté de plein de choses et que dans le fond la vie quotidienne qu'on vivait, elle pourrait être vachement plus intéressante en y mettant autre chose derrière. Alors quand on dit la culture, c'est très très large. Si on sait déjà pourquoi on fait ces gestes,
Aujourd'hui, moi, quand je rentre dans mon village, j'explique à mon père des trucs sur les forêts, sur l'histoire de la forêt de Darney, Et en fait, il me dit, bah oui, on savait pas. Bah oui, on habitait là, on savait pas. Et on habitait juste à côté des forges royales. C'est quoi une forge royale? Pourquoi il y a des forges royales? Et pourquoi il y a telle et telle souche de population qui habite à Clodon? Bah parce qu'en fait, à partir du XVIe siècle, il y avait des gens qu'on a fait venir, etc. Tout ça, ça m'intéresse, en fait. Donc là, je le mets à l'échelle vraiment de mon village. Mais quand je parle à des Parisiens, dans le fond, c'est pareil. Je suis très surprise que les gens pensent qu'il n'y a pas un intérêt quand on bosse chez EDF à connaître l'histoire de la lumière dans l'art. Le rôle de la lumière dans l'art, le rôle de l'électricité. C'est quoi, à quel point l'électricité a changé? Parce qu'en fait, on vit tellement avec plein de choses qu'on ne sait plus ce que c'était que de vivre sans. C'est quand on a compris ce que c'était que de vivre sans que de vivre avec prend du sens. Parce que sinon, on vit avec plein de choses qui en fait n'ont plus de sens et en fait, on vit comme des légumes. Et ça rend pas heureux de vivre comme des légumes. D'histoire, nous parlons de l'histoire du cheveu. Alors, pas le cheveu sur la langue, le cheveu sur la tête, donc ils sont en général nombreux. Et c'est un sujet qui vous concerne tous, puisque nous avons eu tous peut-être des cheveux sur la tête. Alors, c'est une conférence qui est passionnante parce que nous allons pouvoir juxtaposer Antoine, à qui sa mère demande de se couper les cheveux dans les années 60, à Louis XIV, qui, lui, n'aurait jamais eu sa mère lui demandant de se couper les cheveux, et avouez déjà... En fait, je pense qu'on sous-estime énormément notre intelligence, tous. Moi, quand j'amène des gens qui pendant 2 heures m'écoutent, il n'y a rien de plus fatigant que d'être debout dans un musée, et qui me disent, on n'a pas vu le temps passer, et qui sont contents, qu'ils ont le sourire jusqu'aux oreilles, parce que, en fait, ça leur a parlé d'une manière qui, moi, m'échappe, et c'est super. Mais je leur dis, vous savez quoi, maintenant, votre week-end, il va rouler. J'ai rencontré Stéphanie pour la première fois au musée Carnavalet à l'occasion de l'exposition Parisienne citoyenne cet hiver. Elle nous a transportés dans un voyage à travers le temps, à la découverte des luttes féminines menées à Paris. J'en ai donc profité pour lui demander comment les débats sociétaux sur les droits des femmes influencent son travail et sa vision de l'histoire de l'art. Et elle nous raconte quelques petites anecdotes. En introduction, la dame qui m'introduit, on l'a eu, évidemment, si elle m'invite, c'est pas pour dire que je suis mauvaise. Elle dit aux éditeurs que je suis formidable, et elle ajoute sur un ton un peu d'excuse, bon, vous verrez, elle est féministe, mais bon, c'est pas grave, on l'aime quand même. Bon, quelque chose comme ça. Et alors, bon, évidemment, c'était un peu sous la forme de blague. En même temps, je me disais, mais non, en fait, moi, je suis pas du tout... j'ai longtemps été pas du tout féministe, parce que, en fait, ça rentrait pas du tout dans mon spectre. C'est-à-dire que les choses étaient comme elles étaient. Quand j'étais à l'école du Louvre et qu'il y avait 90% de filles et que tous les profs qu'on avait étaient des hommes, je me faisais une petite réflexion, parce que je suis pas complètement idiote, et je me disais, tiens, c'est marrant, où elles sont parties. Quand j'écoutais de la musique, et j'adore la musique, enfin, je fais du piano quand j'étais jeune, et j'écoutais sur France Culture, j'essayais de capter, au fond des Vosges, les émissions, des concerts, etc. Un jour, je me disais, mais c'est marrant, il n'y a pas de chef d'orchestre femme. Donc je me faisais ces petites réflexions qu'elles n'étaient pas là. Moi j'ai fait l'école du Louvre à l'époque où il n'y avait quasiment pas de femmes au programme. On parlait un tout petit peu de Mme Vigée Lebrun et encore comme ça par-dessus la jambe. On disait qu'il y avait un tableau de Rosa Bonheur au musée d'Orsay. Mais c'était périphérique, c'était comme des accidents, c'était des petites choses comme ça. C'était marginal et je ne me posais pas de questions. Les questions elles sont venues peu à peu. Dans ma vie personnelle, je bosse le samedi, vous avez des clients qui vous disent, vous avez des enfants? Bah oui, j'ai des enfants. Bah ils sont où le samedi? Bah avec leur père. Ah, vous avez de la chance, ils s'en occupent. Non mais attends, je bosse le samedi, c'est moi qui ai de la chance, tu vois. Un homme qui bosse le samedi, on va lui dire, le pauvre il bosse le samedi. Personne lui dit qu'il a de la chance d'avoir une femme qui s'occupe des gosses. Donc c'était des petites choses que j'ai commencé à associer entre mon quotidien et puis mon boulot. Et puis vraiment le déclenchement, et c'est très tard, l'exposition Berthe Morisot. D'abord, je réagis que Berthe Morisot, c'est une très grande peintre qui se méfiait beaucoup des autres femmes. En fait, elle était dans ce statut d'exception qu'une femme aime beaucoup, donc au milieu d'hommes. Et finalement, les femmes qui parviennent à s'en sortir au milieu des hommes sont jamais féministes, puisqu'elles profitent d'un statut d'exception qui est quand même assez sympa. On fait l'exposition Berthe Morisot, je ne me rappelle plus la date exacte, il faudrait vérifier, mais c'est avant le Covid. En même temps, on fait une exposition de gars, comme si on avait peur que Berthe Morisot toute seule, ça remplisse pas les foules. Déjà, ça m'énerve. Après, je me rends compte que Berthe Morisot, c'est sa première rétrospective au musée d'Orsay, un musée qui est ouvert en 86, consacré au 19e français, les impressionnistes en premier lieu, et qu'on n'a jamais fait d'exposition Berthe Morisot, deuxième interrogation. Et puis j'ouvre le catalogue, et l'introduction, il faut la lire pour le croire, c'est incroyable. Vous avez la dame qui a écrit le bouquin,
qui vous dit, moi j'ai passé ma thèse, alors il faudrait vérifier, je crois début des années 90, et au moment où je présente ma thèse sur Berck-Morisot, on me dit, en université française, avec un sujet comme ça, vous ne ferez pas carrière. Et donc soi-même, il y a un énorme travail à faire, c'est-à-dire qu'on a un modèle de pensée, donc il faut se faire violence. Donc je trouve que c'est vraiment me donner beaucoup de fleurs que de me dire féministe, ben non en fait. Je m'efforce aujourd'hui, quand je raconte les histoires aux gens, de leur montrer les verrous et comment on a des modes de pensée qui sont parfois programmés. Et ce qui est intéressant à l'échelle d'une petite visite guidée, d'un petit sujet culturel qui n'interfère pas dans votre vie, c'est de pousser les portes. Aujourd'hui, donc, j'ai plusieurs casquettes. Toujours ce volet expo qui est assez facile parce que là, j'ai une trame qui est proposée par le musée, etc. Mais à côté, je crée des sujets de bout en blanc liés donc aux problématiques internes des entreprises ou aux sujets qui m'intéressent. Donc, comme j'ai beaucoup de travail chez L'Oréal, j'ai beaucoup de sujets autour de la beauté, autour de l'histoire du cosmétique, autour de plein de choses comme ça. Par exemple, j'ai travaillé sur les dimensions RSE des entreprises. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens comprennent que l'humain, l'homme, a toujours été lié à son environnement, mais il a aussi toujours interféré sur son environnement. Et en fait, dès que l'humanité s'est organisée sous forme de petits villages et de villes, donc dès le néolithique, dès le passage à la culture, l'homme transforme, modifie. Il y a des sociétés qui meurent par les ressources qu'il a épuisées. Et donc, je raconte l'histoire humaine de l'eau, l'histoire humaine des arbres. Ça m'intéresse beaucoup. L'exploitation de l'eucalyptus se fera de manière très intensive au XIXe siècle. Les propriétés de son bois vont permettre d'abord aux colons en Australie de se fournir. C'est un bois qui est dur, qui permet de faire des vis particulièrement résistantes. On peut en faire des tonneaux, chose indispensable au XIXe. On peut en faire aussi des traverses de chemin de fer. Parce que du coup, je mélange la culture avec la peinture, mais aussi la littérature. Voilà pourquoi dans La Fontaine il y a plein de sujets avec les arbres, avec les chênes. Qu'est-ce que c'est qu'un chêne? Comment c'était les chênaies au Moyen-Âge? Notre-Dame qui brûle, on pleure la charpente, mais c'était quoi cette charpente et comment on va la refaire? J'aime bien en fait que les gens comprennent que là encore une fois il y a des histoires derrière tout. Et que surtout, on a tout modifié tout de suite. Moi, je suis épatée. Au XVIe siècle, les mecs sont sur des bateaux au bout du monde, ils crèvent de scorbut, de tout ce que vous voulez. Ils ramènent un plant de banane d'Indonésie pour aller le planter à l'autre bout du monde. Et ça se fait tout de suite. L'eucalyptus, il n'existait qu'en Australie. Vous l'avez maintenant dans le monde entier, mais ça s'est fait quasiment au XVIIe siècle. Je veux dire, l'homme est une machine à innover, à créer, à avancer. Il va régler des problèmes même de microclimat malsain, par exemple autour de Rome, la ville. On avait des marais qui nous amenaient des maladies, eh bien on y a mis des eucalyptus et ça a permis d'assécher tout ça. L'eucalyptus sert aussi d'agrément. En fait, on ne se rend pas compte que pour être capable de parler de manière intelligente, fluide et structurée pendant 1 heure, il faut avoir bossé derrière. J'ai pas de notes, j'écris rien. Donc tout ce que je vais raconter, c'est dans moi. Et ça sort comme ça sort. Parce que je répète pas. Ce qui signifie qu'il faut que mon cerveau, il est vachement bossé tout seul. Ah ouais, parce que c'est quand même beaucoup d'informations. Ouais, alors du coup, il y a une part de moi qui est un peu en train de bosser toute seule. Il faut se faire beaucoup confiance, mais du coup, il faut se donner les moyens. Si je veux glander en disant, tiens, on va lire la note de synthèse, ou alors pire, le pote, il aurait fait le même sujet que vous, il vous file sa conf. Alors moi, c'est le truc qui me sert à rien. Mais d'ailleurs, ça sert à rien à tout le monde. C'est là la grande fumisterie. Parce que l'esprit humain, il n'est pas fait pour bouffer de la synthèse. La synthèse, vous la créez vous quand vous avez beaucoup de choses en tête. Oui. C'est ce qui vous reste. C'est ça que vous êtes capable de restituer. Pour être capable de le restituer bien et que ça ait du sens dans ce que vous racontez, eh bien, il faut que derrière, il y ait beaucoup de choses. Enfin, moi, à mon niveau, je trompe personne. C'est-à-dire que les gens savent, ils savent que, je dis juste le truc là qui me reste, mais que derrière, il y a tout un monde qui existe. Et en fait, ça s'entend, ça se sent. Évidemment, il y a la passion, il y a tout ce que vous voulez derrière qui passe dans la voix. Et parce qu'en termes de bibliographie, c'est immense. Quand est-ce qu'on s'arrête?
Alors ça c'est très intéressant, je m'arrête quand j'en rêve plus la nuit. La phase douloureuse, c'est la phase accouchement et nuit compliquée, c'est-à-dire toute la partie moulinage. Ce qui est très difficile, c'est de construire son bâti, de construire son squelette. Et son squelette, si on vous le donne tout cuit, tout pré-mâché, moi en tout cas, chez moi ça marche pas. Moi je me construis un squelette avec ce que j'ai lu, et après j'accroche. Si jamais j'ai pas fait le sujet pendant 2 mois, ben, je suis obligée de revenir à mes sources. Alors là, il faut se rappeler le chemin qu'on a fait pour refaire un peu le cheminement. Après, forcément, on ne fait pas le même. Donc, on reprend le PowerPoint, donc on ne comprend pas. Donc, il faut rebosser le PowerPoint. Il faut rebosser. Un sujet, si on me dit, tiens, tu fais dans 6 mois un truc que j'ai pas fait pendant 6 mois, ben, il faut que je compte une journée et demie de boulot. Pour me remettre dedans, reprendre mes notes, refaire mon truc, remâchouiller. Et j'ai évolué entre. Donc, en plus, j'ai vu d'autres choses, etc. Donc, tout se superpose en permanence. Et alors à côté de ça, je travaille le piano. Je fais du piano de manière amateur. Mais amateur avec un peu de niveau. Ça veut dire avec des morceaux difficiles. Et en fait, ça me met tellement en échec. C'est tellement compliqué. C'est tellement physique. C'est tellement mental à la fois que c'est un excellent exercice. Une conférence, c'est physique et mental. Travailler l'intellect, c'est faire du sport. Mais c'est plus compliqué que ça. Et c'est quelque chose qu'on apprend aussi tout seul. Parce que ça, on ne nous l'apprend pas. Mais en visite guidée, c'est vachement physique. Même quand je parle, c'est physique. En conférence, c'est pire, parce que les gens sont assis, à moitié endormis, dans une salle. Et moi, je suis debout, toute seule. Et là, ça passe par le corps. Donc, il y a une chose qui est sûre, je ne veux pas me prendre trop au sérieux. Ça permet quand même de relativiser des choses et de passer des choses. Donc, faire de l'humour, c'est quoi dans une conf à un moment donné, ou faire un petit aparté, c'est relâcher les neurones, parce qu'en fait, les gens, ils vous suivent et ils courent derrière la pensée que j'avance, parce que je raconte tout le temps une chose différente. Chaque phrase, c'est autre chose. Alors, à un moment donné, c'est dur quand même. Donc, tout à coup, hop, il y a un petit moment de... Et comment on passe je sais pas, du lycée vosgien, je sais pas où. Ouais, lycée vosgien, oui, Claude Gelée, à Épinal. Pas un lycée qu'on choisit. Non, nous, on se posait pas de questions. Hein. Nous, c'était le lycée le plus proche, le plus proche, le plus loin, parce que j'étais interne, hein, donc déjà, il n'y avait pas de lycée tout près. Papa et maman, ils sont quand même exceptionnels, il faut leur rendre ça, c'est clair. Papa, il a grandi, moi je t'avais dit, dans les Hauts-de-Vosges, un milieu quand même très pauvre. Hein, il a fait une super carrière dans le social, et ma mère avec. Et donc, dans ce petit village, nous, on a été élevés, mes frères et moi, avec 2 idées. Premièrement, il n'y aura pas du boulot pour tout le monde, il va falloir donc être les meilleurs. Deuxièmement, il faut que vous soyez très très bon à l'école. Parce que là, dans les Vosges, vous êtes bon. Mais quand vous allez aller dans les grandes villes, ben là, vous ne serez plus les meilleurs du tout. Donc déjà, on avait la pression. Troisièmement, vous allez partir d'ici. Donc déjà, c'est pas la peine d'essayer de voir où est-ce que vous allez vous installer près de chez nous. Non, vous allez devoir partir. Feuille blanche, vous serez tout seul. Et on ne pourra pas vous aider. Parce que quand vous serez dans une grande ville, on ne sera pas derrière vous. Hein. Donc maintenant, les gars, c'est responsabilité. Nous, on a 18 ans, on est responsable. Hein. Moi, quand je vois ici les gamins qui ont 30 ans, qui vivent chez leurs parents, et on m'explique qu'à 16 ans, ils étaient autonomes. Ah ben non, c'est pas ça être autonome. Autonome, c'est tes 18 ans, t'es à Paris, tes parents, ils sont dans un petit village à 500 bornes, et puis t'es tout seul, quoi. Tu commences à 0. Ils nous ont dit, c'est comme ça la vie, ça va être dur pour vous. Mais vous avez d'autres avantages. D'abord parce qu'on a des parents... aimants, qui n'ont pas divorcé, qui étaient, je sais pas, je veux dire qu'ils n'avaient pas l'opéra le samedi soir et puis nous laissaient avec une nounou, on était tout ensemble, voilà, c'était la famille. Moi, mes frangins, ils étaient recrutés, parce que c'est des scientifiques. Donc là, il y avait un cursus clair, c'était les concours généraux, hein, mais alors moi, on me foutait une paix royale. Quand je passais le bac, en terminale, je faisais 3 heures de piano par jour. Donc la philo, tout ça, c'était vraiment secondaire. J'avais une copine qui me disait, t'as rien écouté, et tu sors et tu sais tout. Parce que ça, j'avais quand même déjà cette mémoire particulière. Je dis, mais j'ai tout écouté. Mais t'as pas pris de notes. J'ai pas pris de notes, mais j'ai tout écouté. Et là, ma sœur qui me trouve un truc sur l'école de Louvre. Donc je vais voir le prof de philo, je dis, voilà, il y a ça. Le prof de philo, il se renseigne, il dit, bah oui, mais il y a un concours et tout ça. Tu connais quoi au musée, toi? Bah rien, je me mets les pieds dans un musée. Bon ben... on va commander les annales et puis on va regarder. Et le soir, comme j'étais interne, il m'a fait bosser. Je réussis le concours. Je sais pas comment. À l'époque, l'école du Louvre, c'était sans doute moins difficile qu'aujourd'hui. Hein. Je veux encore une fois pas préjuger de ce qui se passe aujourd'hui parce que je ne sais pas.
Dans mon petit groupe de copains de l'école de Loup, je vais vous dire, tous habitaient un appartement acheté par les parents. Même s'ils étaient provinciaux, ils avaient acheté un appartement dans Paris. Et en fait, il y avait des connexions. Donc ils avaient un petit truc. Mais il y avait que moi qui galérais avec mes parents qui avaient rien et il fallait payer un loyer. Encore une fois, c'est ma soeur qui a fait jouer son réseau de copains et j'étais en sous-location. C'est vrai que je commençais en fait à zéro. Mais en fait, c'est génial de commencer à zéro. Dans tous les gens que j'ai connus à l'école du Louvre, je suis la seule qui ait dit « je serai conférencière ». Et c'était pas valorisé du tout comme métier. C'est-à-dire que les gens de l'école du Louvre ne voulaient pas faire conférencière. Ils allaient faire peut-être conférencier par défaut. Moi, c'était pas par défaut, c'était par choix. Et quand j'ai fait la présentation de mon mémoire de maîtrise à l'école du Louvre, avec ma directrice de mémoire, qui est Tiane Pinjot, qui est célèbre pour d'autres choses, mais qui était une formidable directrice de mémoire, et elle n'a pas dit que j'étais déjà conférencière devant les autres. Et elle ne voulait pas le dire, hein, parce que c'était peut-être pas bien vu à l'époque, j'en sais rien, mais moi j'étais hyper vexée. Bruno Foucard, qui est décédé il y a quelque temps, avait dit à mon mémoire de DEA, vous faites quoi alors? Mais je fais des visites guidées. Je fais des visites guidées sur le Da Vinci Code, parce qu'à l'époque il y avait Da Vinci Code qui était sorti. Donc sa bouche, c'était super négatif. Il y avait de la condescendance, on va dire. J'ai beaucoup travaillé grâce à la musique, j'insiste, parce que quand on dit faire de la musique, ça sert à quoi? Ça m'a servi à construire mon mental. Parce que j'ai appris la mémoire, comment ça marche, comment on travaille. Il n'y a rien de plus frustrant que la musique, il n'y a rien de plus chiant. Vous recommencez toujours à zéro, c'est très ingrat. C'est très ingrat. Tu joues très bien Chopin, tu ne joues pas pendant 2 semaines, tu joues comme une patate, quoi. Enfin, c'est pénible. Et ça m'a beaucoup structurée. Quand on dit tenir un auditoire, c'est pareil que tenir physiquement un morceau dans son corps, dans ses doigts, dans sa tête. C'est un exercice mental très dur. Et ça, je sais ce que c'est. Moi, ce que j'adore, c'est quand les gens viennent me voir pour autre chose que ce que je leur ai proposé. Ça, c'est top. On a tous ce fantasme-là. Et ça m'arrive. Et c'est ça qui est top. Parce qu'en fait, ouais, je vous fais ça, mais moi, ce que je rêve de faire, c'est ça. Ce que je peux vous faire, c'est tout ça là devant, là, tout ce qui est devant. Un grand merci à Stéphanie Bernardin pour son temps accordé et pour m'avoir permis d'agrémenter l'épisode d'extraits de ses conférences en ligne et de ses jolies interprétations de Frédéric Chopin et Claire Schumann au piano. Je vous mets tous les liens vous permettant de suivre son travail dans la description. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.